Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, supersonic, electronic. Et bonsoir et bienvenue dans Electronique et vous, épisode 35, et je suis en compagnie de Valguard. Bonsoir Valguard. Bonsoir. Alors, Je remarque que tu n'as pas dit encore, c'est très bien, je te remercie. j'ai fait très attention. J'ai fait très attention. Mais je suis de bonne humeur. Je suis de bonne humeur déjà parce qu'il fait beaucoup moins chaud, c'est supportable, mais en plus parce qu'il y a une news qui me fait plaisir. Le genre de news qui nous est apporté par l'Europe, hein, tout simplement, qui harmonise des trucs et qui fait des choses bien assez régulièrement. Donc je vais parler de ça tout de suite. Smartphone, un chargeur unique. Alors vous emballez pas, je sais. Je suis au courant. Il y a déjà l'uniformisation des prises avec le micro USB que tout le monde est censé respecter. Oui. Mais, déjà de une, il y a des petits rigolos du genre Apple qui vous fournissent un adaptateur, parce qu'ils daignent pas mettre la prise qu'on demande sur le téléphone. Et ils ont raison. Il y a pas que non plus, parce qu'il y a aussi, on commence à intégrer l'USB-C, et donc c'est con de se limiter à un micro USB. Enfin bref, du coup c'est un peu chiant. Faut que ça évolue. Mais il n'y a pas que ça. Si c'était que ça va encore. Non, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des chargeurs très différents d'un smartphone à un autre, avec notamment pour le prendre en charge ou pas la charge rapide et à différents niveaux. Et donc on se retrouve en fait avec des chargeurs qui sont pas forcément compatibles pour tel et tel téléphone. Ils n'ont pas tous les mêmes puissances. Il y en a aussi sur lesquels on triche parce qu'on va donner des tensions différentes en fonction de ce que réclame le smartphone. Voilà, ça c'est un truc qui se faisait beaucoup avec les micro-ordinateurs type Yoga Book et ces petits trucs-là, et qui commence à se faire avec les smartphones. Donc au final, c'est le bordel. De nouveau, j'ai envie de dire, bordel is back. Voilà. Ouais, on n'est pas à l'époque où tu avais 35 types de chargeurs, rien que pour la gamme Nokia, parce que des connectiques propriétaires merdiques, voilà. J'ai essayé de retrouver une photo de bon, ça en quoi. plus. Tiens, je vais mettre une illustration. moi, J'avais essayé de retrouver la la photo. D'ailleurs, il y a une photo qui me faisait beaucoup rire à l'époque où Apple a changé son connecteur 30 Bosch vers le Lightning, où c'était une espèce de levée de bouclier. Et il y en avait un qui avait dit je sais plus si c'est en 10 ou en 15 ans, tu voyais le 30 Bosch et le Lightning pour Apple, et côté Samsung, t'avais genre 20 adaptateurs. Mais c'est ça, mais c'était... Je comprends pas pourquoi. Nokia, t'avais Moto, enfin tous en fait, c'était catastrophique. Mais même ils ont si déjà t'imagines... uniformisé en mettant du USB-C, enfin de l'USB classique ou micro USB. Micro, voilà. oui. Enfin la gamme USB on va dire. Hein, mais soit t'imagines, micro, mini, déjà ce que tu rien veux, que chez voilà. le même fabricant, Samsung, nouveau téléphone, nouvelle prise, j'ai jamais compris le délire. Ah mais c'était ça, c'était catastrophique. En plus, ça coûte du pognon de développer à chaque fois une nouvelle prise propriétaire, ça ne fait même aucun Oui, sens. mais en fait c'est que derrière les clients doivent racheter tout leur matos. Donc c'est-à-dire racheter tous les chargeurs. Bluetooth, kit sans c'est ça. C'est ça, parce qu'à l'époque, effectivement, le t'avais dock des aussi, trucs branchés par là, t'avais, voilà. C'est vrai. Donc ça se faisait du fric, en fait. Alors que maintenant, tu changes, c'est bien, moi je change de téléphone, et puis voilà. Un chargeur pour les contrôler tous, on nous dit, c'est exactement l'idée. Parce que malgré tout, et malgré qu'il y ait les mêmes prises, les différences d'un chargeur à l'autre font que ça représente quand même 51 000 tonnes de déchets électroniques annuels en Europe. Les chargeurs. Et très mal recyclé. Oui. En plus, c'est pas évident. Très, très mal recyclé. Et donc, ça fait 10 ans que l'Europe tente de persuader les fabricants d'aller plus loin que la prise et de faire des chargeurs qu'on peut passer d'un appareil à l'autre. En 2009, il y a 14 fabricants qui avaient signé un nouveau protocole. Il y avait Apple et Samsung, Huawei et Nokia dans le lot, par exemple, donc pas des petits, tu vois. Et c'était resté complètement sans effet. Et donc, nous avons, et là je lis ma fiche, parce que Margrethe Vestager, commissaire européenne à la concurrence, qui nous dit: au vu des progrès insatisfaisants de cette démarche volontaire, la Commission lancera bientôt une étude d'impact pour évaluer les avantages et les inconvénients des différentes possibilités. Cette phrase ne veut rien dire. Mais son sens, c'est juste de dire « vous faites chier, on va légiférer ». C'est tout ce que ça veut dire. On va commencer à envisager de légiférer, attention. Non, ils vont probablement le faire. Envisager de comme légiférer. toujours, les processus sont lents. C'est comme ça que fonctionnent les démocraties. Et quand on est à plusieurs Donc, le niveaux, temps que ça soit fait, voilà. Dans 10 ans, ce sera peut-être mis en place, mais dans 10 ans, on sera tous en chargeur sans fil. Donc rien à foutre. Mais même là, ils sont pas tous. On n'est pas qu'une norme, quoi. Même là, même de ce côté-là, on n'est pas
On n'est pas sauvés. Ouais, mais ça commence quand même à se mettre bien hein, là, de ce côté-là. Voilà, en tout cas je voulais en parler parce que c'est quelque chose que j'espère voir. J'espère voir, et c'est le genre de rôle que la Commission européenne peut tenir, je trouve. Et pardon pour ceux qui sont en live, je vois qu'il y a des problèmes de réseau. Ouais. Mais ceux qui sont en replay, évidemment, vous ne voyez pas de problème. Ça revient, hein, ça va, ça vient, voilà. Faites-vous-y, dites merci à mon opérateur. Dites merci à mon opérateur. Non. Donc voilà pour cette news, et nous en avons une autre qui fait plaisir aussi, dans le genre, puisqu'on va parler d'électricité verte. Voilà. Même si il y a toujours du bon et du mauvais, parce que quand on dit vert, c'est pas non plus sans impact, hein, mais il se fait que... Ça c'est un des arguments des détracteurs en général d'ailleurs, de dire ouais, c'est pas si vert que ça, il faut quand même fabriquer tout ce bordel. Oui. Mais il faut comparer avec ce qu'on fait maintenant déjà. Il y a déjà plusieurs types. Et puis il faut comparer avec ce qu'on fait maintenant pour en déduire que c'est mieux. Vous voyez ? Faut pas dire il y a un truc, il a aucun impact. Non. Je veux dire, vous fabriquez un arc et des flèches, ça a un impact environnemental. Donc évidemment que non. Mais voilà. Question de balance. La bonne nouvelle, c'est que Apple, Akamai, Etsy et Suisse RE s'allient pour construire 2 nouvelles fermes éoliennes et solaires dans l'Illinois et en Virginie. Voilà. Ça fait plaisir, parce que là, c'est des projets en commun, parce qu'il y a quand même beaucoup de grosses entreprises de la tech qui ont des projets, des revendications, tu vois, pour essayer justement de limiter l'impact. Voilà, se donner une image, mais c'est vrai. Se donner une image. Principalement, se donner une image, et après, il y en a effectivement qui se bougent. Mais de ce côté-là, c'est vertueux. Quand même beaucoup, je trouve, mais effectivement, c'est plutôt bien. Apple se bouge beaucoup parce qu'ils sont, je crois que leurs data centers sont déjà entièrement solaires et leurs locaux aussi. Je crois que toute leur consommation est annoncée pas pour les parties usines peut-être, mais pour tout ce qui est locaux et data. Tout, il me semble, hein. Non. Tout. Ah vache. Bah, c'est leur but, mais je pense pas qu'il était. J'ai peut-être mal vu l'info, mais il me semblait que c'était ça. Tu vois, quelque part, ça fait partie de la publicité. Alors oui, une entreprise ne le fait pas forcément juste pour l'environnement. C'est ça, t'as la partie image, mais de l'autre côté, ils l'ont quand même fait. Donc dites-vous qu'une boîte qui a besoin de se faire de la publicité, vous préférez qu'elle le mette dans un spot publicitaire de plus, vous n'en avez rien à foutre, ou qu'elle le mette dans les panneaux solaires. Ah, c'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses. Donc c'est pour ça que je pousse en fait quand je me réjouis de ce genre de nouvelles, on a tendance à me trouver un peu naïf en disant mais ils se donnent bonne image. Oui, bah, manquerait plus que ça leur donne une mauvaise image. Tu vois, je veux dire autant que ça leur fasse un peu de pub. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est utile, peu importe pourquoi ils le font, à la limite. Et donc nous avons une déclaration de chez Apple qui dit « Chez Apple, nous sommes fiers d'alimenter avec 100% l'énergie renouvelable toutes nos opérations à travers le monde. » Ah putain, t'as raison en fait. Ah voilà, c'est pas ça. Ah vache, mais comment ils ont fait pour les usines ? Oh, ils ont dû racheter, ils doivent racheter des contrats tout ça, et... Vache. Pas forcément, c'est sur les toits, mine de rien, t'as pas mal de... Oui, il y a de la surface. Après, t'as les éoliennes, t'as tout ce qu'il faut. Il suffit qu'en plus les usines soient près des baies, etc., pour acheminer, par exemple, plus facilement leur matériel. Et OVH, la marée, en fait. OVH qui s'est implanté à Beauharnois au Canada a fait un bon plan parce qu'ils sont pas très loin d'un énorme barrage hydroélectrique dont ils consomment l'électricité. Voilà. Et donc la suite de la situation, c'est en cours de route, nous avons ouvert la voie pour que d'autres entreprises et organisations achètent des énergies renouvelables et transforment leurs propres activités en énergie plus verte. La collaboration annoncée aujourd'hui montre comment les entreprises de toute taille peuvent s'attaquer au changement climatique, parce que je crois qu'il y a une histoire comme ça où ils veulent justement se mettre à produire trop pour pouvoir revendre à d'autres entreprises de la tech qui n'ont pas la taille d'avoir ce genre d'ambition, tu vois. Mais c'est ce qui pourrait être assez intéressant, c'est que, enfin, je sais pas comment se place là-dedans Amazon, mais Amazon, vu de tous ces data centers qu'il y a un petit peu partout, je serais curieux de voir un petit peu comment ça se passe chez eux. Ben Amazon, il me semble, si mes souvenirs sont bons, qu'ils sont pas bien réputés justement et que ils ont des data centers alimentés par des centrales à charbon d'État notamment, tu vois. Il me semble qu'ils sont pas bien cotés de ce côté-là, hein. Donc ça concerne AWS forcément. Faudra vérifier, mais il me semble que c'est ça que j'avais lu justement. Il était pointé du doigt de ce côté par Greenpeace.
Ce serait intéressant de voir. Parce qu'il y a Greenpeace qui fait parfois des rapports, je crois que c'est des rapports annuels même, où il évalue justement l'impact des grandes entreprises de la tech. Alors il y a une partie énergétique, mais il y a aussi une partie qu'est-ce qu'on met comme matériaux dans les produits. Voilà, justement les retardateurs de flammes et tous ces bazars-là. Il y a tout un tas de produits qui sont pas des conseillés. trucs bien chimiques qui sont de toute façon partent à un moment ou un autre dans la terre et qui viennent te faire des jolis ravages. Alors Mister SP nous dit c'est une bonne chose. Après le coup de revente, je trouve ça moins bien. Pourquoi? C'est-à-dire dans la si ça a eu de surplus. Ah, je veux dire, tu les vends. Faut pas oublier qu'il y a quand même des installations à entretenir. On va pas produire l'électricité gratuitement pour les autres petits. Ça reste, voilà, maintenant, c'est ça commercial. dépend à quel prix c'est revendu aussi. Et puis stocker l'électricité est encore quelque chose d'assez peu écologique, malheureusement. C'est un des grands problèmes de notre temps, c'est le stockage de l'électricité. Pour les faire, ouais. Les seuls projets un peu innovants qui regardent autre chose que, enfin, qui regardent le monde d'une autre manière que j'avais vu passer, mais c'est pas faisable partout, c'est de remonter de l'eau dans les barrages. Il y a des pays où ça se pratique. Et donc c'est une manière assez efficace en fait de stocker de l'électricité sous forme d'énergie cinétique potentielle. Voilà, et donc en fait je trouve ça cool qu'on investisse dans le solaire malgré un gouvernement aux États-Unis actuellement qui rétropédale vachement sur la question des énergies renouvelables. C'est quand même une bonne chose. Ça sert à rien. Voilà. Et là, il n'y a pas de problème écologique, hein, je suis désolé, le réchauffement climatique, c'est des conneries. Fake news. Faut arrêter. Voilà. Et ici, c'est quand même des grosses boîtes de la tech qui se mettent ensemble. On coupe les arbres, et puis comme ça, il n'y a plus d'incendie. Hein. C'est pas compliqué. C'est quand même un gros groupement parce que Etsy, je connais moins, je sais qu'ils ont une espèce de boutique en ligne, j'avais déjà commandé une fois dessus, mais il n'y a pas qu'Apple. Akamai, c'est pas des petits, hein. Attention, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est beau, c'est un beau geste le coup de l'énergie verte. Après, revendre aux petites boîtes, c'est limite. Ils se font leur beurre sur les petites boîtes. Bah, je ne pense pas qu'ils vont vendre spécialement cher. C'est plutôt histoire que les surplus soient pas perdus dans la nature et de ne pas les stocker non plus sur des batteries qu'il faudra remplacer et qui sont un peu un problème écologique aussi, tu vois. Oui, c'est ça. Ça dépend combien ils revendent, Mister SP. Hein. Oui. Ils vont pas forcément se faire du beurre, comme tu dis, sur les petites boîtes. Ça leur permettra juste de revendre de l'électricité produite clean et localement. Et puis voilà, parce que l'énergie comme ça, je pense pas qu'ils vont s'en servir pour l'acheminer à des kilomètres et des kilomètres. Ce sera plutôt produit localement en fait. Oui, tout à fait. C'est pas forcément une mauvaise chose du coup. Et j'avais vu quelque chose dans le stockage d'énergie qui me titille vraiment parce que je voudrais savoir si c'est acceptable, si c'est vraiment si on peut s'y fier. On mettait en rotation un gros bloc de béton, très lourd. En fait, la société qui produit ça a été contente d'avoir trouvé un mélange qui permet au béton de rester bien solide, de pas s'effriter, qu'il n'y ait aucun problème, tu vois. Donc, tu as un bloc de béton sur un axe, sur roulement à billes, et on le fait tourner, on lui donne de l'inertie de plus en plus, tu vois. Et quand on a besoin d'énergie, tout simplement, ça alimente une dynamo. Oui, tu as d'autres systèmes comme ça, avec des plans inclinés, effectivement, où en fait, toute l'énergie qu'il y a en trop va servir à monter des énormes blocs, et quand il y a besoin d'énergie, on va lâcher au fur et à mesure les blocs pour réalimenter en fait ce qu'il y a derrière. J'aime beaucoup ce genre de truc parce que... Stockage, oui. Ça prend de la place, je pense, c'est ça qui est pas mal. Et c'est pas une restitution à 100% du coup, forcément. Non, mais les batteries non plus. On reste sur Terre. Les batteries non plus, c'est pas à 100%, mais par contre, ça prend quand même beaucoup de place. C'est des choses qui sont prévues pour durer plus longtemps que des batteries, qui malgré tout, même les lithium, bon, une durée de vie assez limitée et qui posent moins de problèmes au recyclage. C'est censé être et moi, pas de problème du type effet mémoire, ce genre de truc. Alors oui, d'accord, sur les lithium, on n'a plus d'effet mémoire, mais les lithium, ça s'use, ça n'atteint pas la même charge tout le temps. Hein. Un bloc de béton, pour le remonter, il a la même inertie. Et de toute façon, ça reste du... Ouais, dans tous les cas, c'est chimique tout ça. Donc en fait, t'as la pollution qui est quand même engendrée par toutes ces batteries qui sont jetées. Hein, clairement. Oui, mais oui. Voilà. Donc effectivement, ce type de stockage d'énergie est toujours intéressant. Et encore, ça reste limité pour l'instant. Le stockage de solaire, on le fait... attends, il y a que les riches qui le font sur du lithium. Hein. On le fait encore beaucoup sur des batteries au plomb. Hein. Et ça dure... c'est 5 ans, hein, je crois. Hein. 5 ans, c'est foutu après. Hein. Donc voilà. Pas terrible. Bon, ça fait plaisir de voir que ça avance un petit peu quand même. Et donc là, je vais passer au plat de résistance.
Hop, voilà. Ah non, pas encore. Pas encore. J'ai un petit truc à vous montrer. C'est un petit coup de gueule, mais ça va être rapide. Je l'avais oublié. Voilà. Régulateur de charge solaire. Vous allez me dire avec quoi il vient. Avec quoi il vient? Tout simplement. Ceci. Un petit régulateur. Donc pour charger une batterie au plomb avec un petit panneau solaire et pouvoir aussi alimenter directement ici des lumières. L'intérêt de me dire pourquoi il y a la lumière, on peut se brancher sur le batterie. L'intérêt c'est que ça coupe votre lumière avant que la batterie au plomb n'atteigne une tension trop basse pour éviter qu'elle s'abîme. Voilà. Enfin bref, c'est le genre de petits trucs qui étaient distribués dans des kits à la con. Avec un panneau, une barrette de LED, qui en a déjà en fonction ici encore. Une batterie au plomb, du câble et donc ce régulateur de charge. Là où je voudrais pousser un coup de gueule, c'est que j'ai démonté ça récemment. Je me disais, tiens, je suis curieux de voir comment on fait leur circuit. Ces gens qui ont une marque qui n'existe même plus, il me semble, Free Energy Europe, je crois que ça n'existe plus. Quoi, en fait, tu ne trouves pas de chose. C'est censé faire quoi? Tu branches le panneau solaire ici, la batterie ici, oui. Et ici ta charge électrique. Ah d'accord. Ça s'occupe de charger de tenir ta batterie chargée comme il faut et de faire le mix avec l'énergie solaire pour ta sortie et de faire en sorte que tu n'atteignes jamais non plus une tension trop basse. Et donc voilà, ce petit régulateur solaire, je me dis tiens je vais les monter, voir comment c'était fait celui-là, qu'est-ce qu'ils ont utilisé exactement. J'ai eu la surprise là-dedans de constater qu'en fait, déjà PCB simple face. Je dis tiens, c'est marrant, ça se fait plus beaucoup ça. Ça se fait plus beaucoup parce que les coûts de fabrication sont tellement ridicules maintenant qu'on s'emmerde pas. Deuxième chose que je remarque, c'est... tiens, toutes les résistances sont dans l'ordre, enfin sont bien alignées, bien parallèles. Je dis ça, c'est un circuit qui a été designé à la main, mais ça se faisait. Il y a une époque où ça se faisait beaucoup, de mettre les composants bien parallèles comme ça, mais enfin on voit pas ça tous les jours, donc je tenais à le montrer parce que c'est pas courant. Oui, oui, effectivement, oui. Et on plaçait chaque composant à la main sur ta carte, et puis après on les imprimait. Bah oui, voilà. Voilà, ouais. Et donc bref, jusqu'ici pas grand chose d'étonnant. Ici je trouve une référence, en fait je pensais qu'ils revendaient un circuit déjà tout fait, tu sais, sous une autre marque. En fait non, c'est la référence de l'usine qui faisait le PCB, tout simplement. Mais par contre ce que je remarque ici, vous voyez pas, sur le circuit intégré, il y a une espèce de carré gris là. Je m'en suis aperçu en voulant savoir qu'est-ce que c'était que ce PCB, enfin qu'est-ce que c'était que ce circuit intégré plutôt, pardon. Et c'est voilà exactement la raison de mon coup de gueule. Je vais essayer de vous montrer ça mieux. Où est-ce qu'il est le circuit intégré? Il est là. Ah. Alors c'est moins visible ici avec la lumière. Je vais mettre la mise au point maintenant. Hop là, vous voyez? Ça a été gratté. Ils ont gratté la surface du circuit intégré pour qu'on ne puisse pas lire la référence ni la marque. Et là, je me suis dit, les mecs, c'est un régulateur de charge solaire. Je veux dire, on trouve 150 schémas électroniques de comment on fait ce genre de truc sur le net. Les mecs, vous vous prenez pour qui? Je veux dire, vous croyez que vous êtes persuadé d'avoir inventé un truc qui vaut la peine d'être protégé au point de masquer le circuit, la référence du circuit intégré que vous n'avez pas fabriqué de toute évidence, que vous avez racheté tout fait comme tout le monde. Qu'est-ce que vous essayez de protéger là, votre connerie? Voilà. Faut juste dire connard. C'est juste un coup de gueule que je tenais à passer parce que ça je trouve ça ridicule et quelque part tu vois c'est là que tu te dis est-ce que finalement c'est pas les gens qui en inventent le moins qui ont le plus envie de protéger leur création. Tu sais, un peu dans le même style de tous ces scripts PHP qui sont souvent très mal faits, mais vendus. Ah non, moi je suis très PHP, mais je sais qu'on en fait beaucoup de saloperies, qu'on vend sous licence avec une offuscation du code du type Yoncube ou ce genre de truc. Et je peux vous dire par expérience, pour travailler dans le domaine, que les codes offusqués comme ça, généralement, t'as pas besoin de voir le code, tu sais que ça a été écrit de façon merdique derrière, hein, parce que ça se ressent sur la consommation de ressources et sur les bugs que tu... Rien qu'en voyant certains bugs, tu sais ce que le mec il a fait derrière. Et là pareil, je me suis fait la réflexion
avec plus d'une dizaine d'années d'expérience en codage et en infogérance pour me dire, ah ouais, les gens qui masquent leur code, généralement, il y a de très mauvaises raisons derrière, et ils sont persuadés qu'on va leur voler leur code, mais on sait que leur code est merdique la plupart du temps. Bon, ici, c'est pareil, vous voyez, un petit montage à la con. Ils ont tout inventé, tu sais, et puis, ah mon dieu, c'est à nous, faut pas le piquer. Ouais, voilà. Vous avez tout inventé. Ah oui, je suis sûr que les régulateurs de charge solaire, c'est tellement compliqué comme circuit. Oh là là, vous êtes les premiers, hein. Vraiment. Voilà, bravo les mecs. C'est bien. Non mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir de placer un petit coup de cœur, un petit coup de gueule de temps en temps. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi ça me fait beaucoup de bien. Moi le dernier que j'ai passé, c'était contre Microsoft. Ah non, c'était contre Levis aussi. Et putain, Ah Levis oui, de merde, oui. Ouais, non mais... Voilà. Ça fait du Il y bien. avait Microsoft aussi, hein, et puis son putain de casque vert de merde là. Ah oui. MR. Mixed Reality. C'est de la merde dans tous les cas, donc oui si tu veux. Merde reality. Comme ça, c'est dit. Et donc, on peut en arriver au plat de résistance cette fois-ci. Hein, je ressors ma vieille vanne. Je vais vous parler de RPI Power Pack. Sérieusement. Ah, j'avais pas fait exprès. Je te promets que je l'ai pas fait exprès. Je sais, tu vas pas me croire. C'est très suspect dit comme Vous avez ça. mis le lien dans la chatroom, les gens. Hein. Tu démissionnes. Oh putain. Voilà. Donc, RPI Power Pack, c'est quoi? C'est ça. Donc, il s'agit d'un hat, chapeau en anglais, pour Raspberry Pi, qui nous permet d'avoir une petite batterie lithium polymère et un régulateur de charge et aussi un step-up, autrement appelé un booster pour amener la tension de la batterie à 5 volts parce qu'elle ne l'est pas de base, vous vous souvenez, hein, ça opère entre 3,7 et 4,2 volts. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'intéressait depuis longtemps. D'autant plus qu'ici, ils ont mis quand même une batterie de 3800 Ah, ce qui est ce qui est censé faire jusqu'à 9 heures sur un Raspberry Pi 3. Bon, ça dépend comment tu l'utilises, mais quand tu l'utilises bien, même si tu l'utilises bien, t'as genre 6 heures au moins, donc ça fait plaisir quand même. Un Raspberry Pi, attention, ça consomme pas tant que ça. Hein. D'autant plus que c'est un connecteur standard et que tu peux aussi derrière brancher n'importe quelle batterie. Mais bon, ça c'est une autre histoire. T'as moyen de les coupler, de déchaîner tes batteries ou pas là? Alors, le module n'est pas fait pour charger plus d'une batterie. D'accord. Il y a toujours la bonne vieille solution de les mettre en parallèle, mais attention, avec les batteries lithium. Ah oui. Il faut que ce soit la même batterie, au même niveau d'usure, au même niveau de charge, au moment où vous les connectez en parallèle, et même comme ça, elles vont durer beaucoup moins longtemps. Faut le savoir. Ouais, non, c'est pour ça que je demandais s'il y avait tout de suite la possibilité d'en changer plusieurs en fait. Hein. C'est pas fait pour. Parce que c'est fait pour être un hat et donc juste un plateau de plus sur votre Raspberry en fait, tout simplement. Donc ça ne doit pas être trop grand, voilà, ça doit respecter certaines dimensions. Et donc ça charge à 1 ampère et en sortie vous avez jusqu'à 1 ampère 8. Voilà, ça ressemble à ceci quand vous vous avez une petite vue de comment vous le mettez par-dessus le Raspberry Pi, mais là il y a une petite boîte, on va le faire sans, je vais vous montrer, parce que j'en ai un là en plus. Et donc voilà. Et niveau chaleur dégagée, c'est pas... Alors c'est pas énorme, mais j'ai trouvé nice, là tu vas le voir sur le schéma que je suis en train de montrer, j'ai trouvé très très nice que quand même sur le régulateur, ils ont foutu un tout petit dissipateur passif, parce que malgré que ça chauffe pas beaucoup, c'est ça qui va faire que le composant va durer plus longtemps avant de cramer. Ça fait plaisir. Donc vous avez un micro USB pour charger et aussi laisser passer le courant quand la batterie est déjà pleine, et 2 sorties USB-A pour alimenter. Alors c'est un pont avec votre Raspberry, mais vous avez autre chose à alimenter en même temps comme ça. Vous avez une lettre d'indication de l'alimentation en sortie, une lettre d'indication de charge, un petit bouton on-off, voilà, qui vous permet d'éteindre le Raspberry directement avec lui. Et vous avez un step-up, et c'est sur le step-up, c'est sur le circuit qui est surmonté donc d'un dissipateur passif, et à la fois le régulateur de charge et le step-up, autrement appelé booster, pour rehausser la tension à 5 volts. Voilà, et ça, j'en ai un là, parce que ce produit, ça fait longtemps que je l'ai dans ma liste d'achat. Ce que je trouvais trop cher pour ce que c'était honnêtement, et qui est passé récemment à 13 balles sur Amazon. Autant dire rien, puisque déjà les batteries lithium plates comme ça, elles sont vendues pas rien du tout. Donc
Même 16 €, c'est pas déconnant, quoi. C'est pas déconnant, mais le fait est que quand moi je l'avais vu, il était aux alentours de 25 balles. Ah oui, ouais, Et non, 25, je trouvais ça mes trop couilles, cher hein. parce Ouais. que c'est. On pourrait le Que la couper. batterie 3800, si ça avait été au-dessus, ouais, peut-être une 6000, je t'aurais dit ok, mais pour une 4008. Mais là. Une 3008, pardon. Non. Alors, il y a Mister qui nous dit on pourrait le coupler à un Raspberry Pi 0 pour faire une console portable. Non, oui. Mais évidemment, le format a été fait pour que ce soit pratique sur un Raspberry Pi Ouais, genre c'est 2 ça. ou 3. Et Et puis sans surtout. écran, là le problème c'est qu'avec l'écran tu vas consommer beaucoup plus, donc c'est pour ça que je disais qu'une Aussi. 3008 c'est quand même limite. Et puis il y a aussi que si jamais tu veux faire une console portable, il y a des chances que la question de la place t'intéresse et sache que en circuit de charge, de régulation de charge d'une batterie lithium et de step-up pour rehausser la tension, tu as beaucoup plus petit que ce PCB là disponible sur le marché. Beaucoup Comme plus petit. c'est aussi grand qu'une petite clé USB en fait. Les Voilà. micro clés USB que vous trouvez, Voilà. Mais vous avez plus la même plate. taille en step-up, chargeur. C'est Donc, parfait, il y a pas du il y a tout coup, ce qu'il voilà. faut, et puis, Une console portable. D'ailleurs, vous en avez merde. déjà vu hein, dans les précédents épisodes. Je vous ai montré à la fois des tout petits circuits step-up et des petits circuits de charge. Vous les avez déjà vus ici. Ça prend vraiment pas de place. Et donc voilà, ça je trouve ça assez classe. Et je vais essayer tout de suite parce que je vous attendais pour essayer de le monter sur un Raspberry Pi, voir ce que ça donne. En mode sandwich, on va dire. Ici, j'ai un 3B+. Oh, oui, tant qu'à faire, hein. Et donc, je me demandais déjà dans quel sens il mettait batterie vers l'extérieur, il me semble. Oui, fatalement, en fait. Oui, et tu as l'alimentation qui arrive du même côté, c'est fait pour... Après, il y a des kits aussi. Hein. J'avais déjà vu des kits tout faits pour Raspberry avec l'écran, tactile ou non d'ailleurs, la charge batterie, enfin tout le nécessaire. Il n'y avait plus qu'à mettre le Raspberry Pi dedans et ça te faisait directement ta console portable. Ah Après, oui, vraiment il y a des kits tout faits, hein. c'est vrai. Par contre... Après, effectivement, si c'est tout fait, bah, c'est plus cher généralement. Mais ça vous évite de vous prendre la tête à le Ce faire. que je vais faire, je vais aller chercher un petit peu de connectique et en fait je veux faire plus que juste le monter comme ça et je me aperçois que je peux pas le monter tout de suite. Vous allez voir pourquoi dans 2 secondes. Oui, voilà, Mister SP. Disons que vaut mieux éviter tout ce qui est affichage d'écran, ou alors au moins l'affichage d'écran, ne pas forcément le brancher sur ta batterie à 3800. Parce que du coup, forcément, ta batterie va fondre, clairement. Mais c'est pour garder ta domotique active en cas de coupure de courant, sans forcément alimenter, comme je disais, un écran. Donc en ce cas-là, tu te connectes à distance avec ton portable ou autre. Tu peux t'en servir pour plein de choses. Tu as suffisamment d'utilité en fait, c'est suffisamment. Tu le crois que j'ai du mal à trouver un J'ai du mal micro ce USB? soir, mais voilà. Tu le crois Un ça? micro USB, t'as du mal. Ah ouais. Je te jure. Ouais, tu peux vraiment t'en servir pour ce que tu veux en fait. C'est juste, en gros, c'est juste un circuit avec une batterie. Dès que tu veux faire un montage un petit peu transportable, ou alors que tu veux lui permettre de fonctionner en cas de coupure de courant, bah voilà quoi. Alors juste pour voilà le proof of concept, hein, pour l'instant il n'y a même pas de carte dans ce Raspberry. Hein. Hop, j'allume. Mais pas forcément besoin d'utiliser du coup un montage avec. C'est marrant, la LED est... Ah voilà. Quoi. Vous voyez que c'est alimenté, c'est pas le problème. Par contre, moi ce que je voulais faire, je voulais tenter un truc, mais au niveau puissance, c'est pas certain que ça marche. Mais vous savez ce que c'est dans cette émission, on teste des trucs un peu plus extrêmes. On sort un Raspberry Pi touchscreen de 7 pouces. Vous savez que je les adore. Hein. Ah, tu veux quand même foutre un écran dessus alors. Juste pour le fun. Voilà, pour le fun de la démo. La batterie, elle va. Ouais, c'est voilà. Bah, on s'en fout, c'est une pas... C'est juste pour montrer quoi. Okay. Voilà. Ça me fait rire. Ça me fait rire et je veux savoir si c'est capable d'alimenter l'écran parce que 1 ampère 8 ça paraît beaucoup et c'est pas tant que ça. Je vais peut-être avoir le petit symbole. C'est pas énorme, hein, 1 ampère 8. Non, en 5 volts c'est pas... Ton écran il te demande combien déjà? Il faut pas lire parce que ça va nous spoiler. Attends, si je dis ça... Ah d'accord. Donc en gros il veut que ça échoue, mais... non, c'est-à-dire que live. moi je sais que j'ai déjà, avec ma domotique en Corrèze, j'ai déjà utilisé ce type d'écran sur un Raspberry avec une alimentation qui avait trop peu de jus et globalement ça se passait plutôt bien. Il y avait juste la petite icône attention, pas beaucoup d'énergie.
Mais comme je disais, en fait, limite la batterie juste pour alimenter le RP, mais pas pour alimenter l'écran. Donc faire 2 alim à part en fait. Voilà. Et Comme donc, ça, tu gardes ton RP pour ta domotique et fonctionnable à distance avec ton téléphone par exemple. Et l'écran qui est alimenté à part. Comme ça, même si tu as une coupure chez toi d'électricité, ta domotique est encore accessible. c'est ça. Salut Dariox. Ça peut être pratique ce genre de conneries du coup. Hein. Mais donc en ce cas-là, tu t'en fous d'avoir une batterie petite comme ça, c'est pas gênant si tu l'as pas alimenté d'écran. Attends, j'ai toujours un problème pour savoir de quel côté sont les connecteurs du display. T'as pas de détrompeur? Non, il n'y en a pas sur ces nappes. Donc il faut regarder de quel côté sont les connexions. Voilà, elles sont clairement ici. Et donc lui, bah, tu vois, j'aurais fait une erreur sur celui d'en bas. Donc, tant mieux. C'est parce que j'ai pas regardé comme ça, voilà. Hop. Hop. Il n'y a pas grand chose à brancher, on se souvient bien. Et merci à Symbol qui vient de suivre la chaîne. Et merci. Hop, on va mettre ici tout ce que j'ai besoin, c'est le 5 volts pour alimenter l'écran. Le 5 volts. Mister SP qui le GND. qui demande ce que tu conserverais comme type d'écran, indépendant ou ce type de display. Ah, pour ça une dépend centrale pour... domotique. Ah oui, non, mais carrément le 7 pouces officiel de chez Raspberry. Hein. Mais sans hésiter. Déjà parce qu'il est supporté de base par Raspbian et tout ça sans aucun problème. Voilà, la notif à distance. Et surtout parce qu'il est de très bonne qualité. Et j'en ai d'autres. Moi j'ai d'autres écrans ici capacitifs. En général, c'est des résolutions bâtardes, tout ce que tu vas trouver. Qui vont, je pense qu'ils sont un peu chiantes à utiliser avec le Raspberry Pi. Et c'est pas la même qualité, je sais pas. Vraiment, je te conseille l'officiel si 7 pouces te conviennent en fait. Voilà, c'est juste ça le truc. Si 7 pouces te conviennent, c'est pas la peine de chercher autre chose. Hop, je fais ça. Là, c'est le sandwich qu'on est censé faire avec ces écrans, hein. Vous voyez? Sauf qu'au lieu de mettre des vis, je vais essayer d'aller mettre... J'espère que c'est la même... Normalement, c'est le même. Comme ça, je pourrais foutre le hat par-dessus tout. On va faire un sandwich, les gens. Alors, salade tomate oignon. Le sandwich de Raspberry Pi custom. C'est à peu près 80 balles, je crois, cet écran de Raspberry Pi officiel. Je cherche, mais je l'ai pas mis sur le site non. Renegade. Mais tu cherches écran Raspberry Pi 7 pouces, tu vas tomber forcément dessus, parce que ça fait longtemps qu'il est vendu, et on le trouve toujours. Il n'y a pas de raison de le remplacer d'ailleurs, pour être honnête. Ça sent le prochain Raspberry Pi avec écran officiel et JDOM. Ah, Mister SP. Mais le 3B+, est déjà pas mal, hein, honnêtement, Mister SP. Il n'y a pas besoin d'attendre un suivant, à mon avis. Déjà, le 3, c'est très bien pour faire de l'interface, mais alors le 3B+, est très bien. Il n'y a vraiment pas de souci. Voilà. Par contre, tiens, c'est marrant. Là, c'est fait pour être de l'autre côté. Donc, en fait, mes spacers ne sont pas assez grands. Ah, merdoum. Et c'est là que je me dis que je dois en avoir. Est-ce que c'est quoi? C'est quoi? C'est du M3 ou du M4, ça? Voilà la question qu'elle est bonne. Ah, c'est peut-être du M3, ça. Je reviens. T'as pas ta boîte de M2, M3, M4 chez toi? Si. C'était une honte. Mais j'ai tout ça. Ah, moi, la seule que j'ai achetée, je ne m'en sépare plus. C'est ma meilleure amie. C'est comme Laurie. Oui, c'est du LCD l'écran, Hydrelec. Pas les espaceurs. Je crains que mes espaceurs soient trop petits aussi. Ah oui, ce ne sont que des petits. Et c'est pas le bon... Ah si, c'est là. Éventuellement, mais... Ça commence à devenir bizarre après. Je ne veux pas savoir ce que tu fais avec. Ouais, c'est pas le même pas, tu... J'aurais cru. Ah si, voilà. Oh, bah ça va faire l'affaire, écoute. Ça va faire l'affaire. Ça devient un peu chelou, mais ça va faire l'affaire. Mais en deux, voilà, c'est ce que je fais. J'ai pas deux des mêmes, mais j'ai ceux-là qui rentrent à peine, mais juste assez pour bien se verrouiller, tu vois. Donc ce sera ça. Par contre... Ah là 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 là.
Non, mais le Ne truc, c'est faites que... pas ça chez vous, les enfants. Non, surtout que le truc, c'est pas le même pas de vis. C'est pour ça que ça se bloque après un tour et demi. Tu vois, je suis honnête et je le dis. Hein. C'est un touch ton écran, hein, c'est ça hein? Oui, il est tactile. Il est tactile. Alors ici, l'alimentation de l'écran, par contre, il faut que je regarde un peu le GPIO, là, parce que je m'en souviens pas par cœur où est-ce qu'on trouve le 5 volts. Ok, donc le 5 volts, je l'ai juste là, sur la première pin, enfin sur la pin numéro 2 ici. Et le ground, je l'ai deux broches plus loin. Une, deux... Parce que j'ai 5 volts et ground. 5 volts et ground. Ok. C'est correct comme ça. Est-ce que mon hâte va passer? Mon hâte va passer. Ouais, je trouve pas hein, sur Amazon. Je trouve sur le site officiel, y a pas de souci, mais Amazon. Ah, c'est pas possible, il y en a toujours Je plein. vois toutes les marques, mais. On le trouve partout, je vois pas- même sur le DLC, on le trouve ça. Waveshare, je vois, il y a 59, mais c'est un Waveshare. J'ai les prises USB qui arrivent pile dessus, ça m'arrange pas. Et je peux peut-être le mettre dans l'autre sens. Ah, quand ça ne veut pas, à cause de ma liaison sur le GPIO et les USB qui arrivent au même endroit, eh bien j'ai du mal. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est ça. C'est utiliser deux USB pour alimenter les deux. Ce qui n'est pas un problème puisque ce module est fait pour. Donc là, par contre... Mais en 3, oh chapeau mix. Plus rien ne l'arrête. Plus rien ne l'arrête, hein. Il veut que je sois sale jusqu'au bout du monde, n'est-ce pas? Ça ne vous fait pas peur. C'est une honte. Sur la troisième ou quatrième couche. Écoute, on a dit salade tomate oignon de raspberry, hein. On tente des trucs ce soir, on tente des trucs. Alors, regardez. Voilà. Ici, on a l'écran. Hop, qu'on va alimenter là. Et il nous en faut encore un câble micro USB. Et ça c'est du USB-C, ça va pas nous aider beaucoup. Ok. Ah. Et hop, on alimente le Raspberry. Voilà, hop. Là. Hop, et j'ai... Ouais. Le câble écran est branché, la carte SD est en place. J'ai installé un nouveau système dessus, un système frais. J'espère que ça s'est pas foiré l'écriture de la carte parce que sinon ça se fera chier. Alors c'est fat hein du coup. Non. Bon, on peut faire mieux avec Alors, les câbles. on branche ce truc là sur ce USB là et puis ça non, va, non, mais ça va les là, câbles, mais... vous pouvez l'éviter totalement en fait, en vous connectant sur le GPIO. Il se fait que j'ai pas eu envie de gérer le problème des étages là, mais voilà, j'étais rapidement avec les câbles, mais avec les GPIO. Alors ça fait une couche de plus, on est d'accord, mais ces écrans là sont très bien intégrés dans des meubles par exemple, et vous avez ici les attaches. Et donc l'espace qu'il y a derrière, on en a rien à cirer en fin de compte. Et ça vous fait une espèce de batterie backup, tu vois. Alors on va allumer et voir si ça a marché. J'ai des doutes, hein, parce que l'écran consomme quand même. Allez, le feu, allumé. Ah, feu. on voit quelque chose. Oh, on voit que c'est à l'envers. Là, il redimensionne le file system. Donc là, on est totalement sur batterie, hein, je suis pas branché. Je crois que je vais vomir, nous dit une surprise. Mais non, regarde-moi ça, il n'y a pas de quoi vomir. On est bien là, welcome to the Raspberry Pi Desktop. On n'a même pas le symbole comme quoi il manque du jus. Donc c'est suffisant un ampère 8. Ouais, tu le fais pas tourner non plus énormément là ton Raspberry. Hein. Bah, il démarre le système, c'est lourd pour lui. Ah, là c'est bon, Ouais. c'est le Force Boot Script, parce qu'en fait j'utilise, comme vous le savez, PiBakery, donc j'ai un script qui va ici, il fait le script du First Boot. Il me définit tout un tas de trucs, mes clés SSH, le mot de passe du Wi-Fi et tout le bordel, voilà. Là il est sur le Wi-Fi, c'est top justement. Au moins ce sera bien ventilé, bah voilà, tu rajoutes un étage pour la ventilation. C'est cool quand même, hein. Merci Dreviox de t'en rendre compte. Moi je trouve ça super tout ça cool. dans un bain d'eau et puis voilà, y a pas de souci pour la ventilation. Ouais, je suis désolé, mais je trouve ça super cool et je suis content que certains d'entre vous suivent mon délire. Je trouve ça génial. Ah, les stacks, moi c'est un truc qui m'énerve, hein, donc j'aime pas ça, ça fait pas propre, j'aime pas du tout ça. Les câbles, bon après. Nous les en câbles, avons effectivement, un dans le Slack, tu sais, qui stack des dizaines et des Je dizaines sais. de Raspberry. Hein. Là, c'est autre chose sais. comme level. Mais c'est pour du mining aussi, ça n'a rien à voir. Le Wi-Fi setup est un peu long. Hein. C'est probablement parce qu'ici on capte mal.
Ou alors parce qu'il n'arrive pas à tirer suffisamment de puissance. Non, on verrait tu sais, chez Raspberry, on voit dans le coin en haut à droite de l'écran un petit symbole éclair quand il sait pas tirer assez de jus. Ça veut pas dire qu'il s'arrête pour autant, mais ça veut dire ça peut être perturbé. C'est directement sur le gestionnaire de l'écran en fait, donc peu importe ce que tu es en train d'afficher, ça se met par-dessus tout. C'est pas un truc du système lui-même en fait. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc de l'environnement de bureau quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc voilà. Il se galère là-dessus, mais enfin ça passe. Non, il se galère là-dessus parce qu'on capte assez mal. Alors, comme évidemment l'antenne sur les Raspberry Pi Wi-Fi n'est pas génialissime et que ici on est pris en sandwich, forcément il se galère un peu. Oui, on rajoute un petit peu beaucoup de cages de Faraday pour cette pauvre petite antenne qui a rien C'est ça. demandé. Hein. Alors déjà qu'ici on capte mal, là je te dis, il se galère, hein, le pauvre petit. T'as une grosse batterie qui est venue se coller en plein milieu, c'est génial. Et la batterie n'est même pas chaude. Ouh. Oui, si tu as un chargeur de merde, il te fait ça. Ouais, tu l'as déjà vu l'éclair, hein, ouais, je l'ai vu aussi. Ouais, mais moi c'est parce que je commençais à charger et puis je me suis rendu compte que tiens, mon chargeur nous donne 500 mAh. Forcément, c'est un peu peu. Voilà, c'est pas forcément un chargeur de merde, c'est juste un chargeur qui n'est pas adapté au produit, c'est tout. Mais C'est comme quoi, les problèmes de tournevis et puis des vis. Hein. Ça y est, ça va. Les vis cruciformes, c'est pas de la merde, c'est juste qu'il faut avoir le bon embout, c'est tout. C'est ça, all over again. Et donc en tout cas, le proof of concept est là, puisque 1 ampère 8, ça lui suffit. On n'a pas le logo de manque d'énergie, moi je trouve ça super fun. Ça ne coûte que 13 balles sur Amazon, et honnêtement, vu les prix scandaleux auxquels on ose vendre ce genre de batterie lithium plate, ça vaut le coup. Et je dis bien les plates parce qu'en fait, le format 18650 qui ressemble à des grosses piles rondes, là, comme je vous avais déjà montré, celui-là par contre est assez économique. Mais trouver ce type de batterie lithium, à moins de les commander directement en Chine et d'attendre 5 semaines, ben c'est facturé beaucoup trop cher. Oui, puis en Chine, techniquement, ça n'a même pas le droit de passer à la douane. Si, ça peut. Ça peut. Tu dois dédouaner, comme tout le reste. Par contre, ce qui est bien, quand tu regardes un petit peu ça, c'est que tu as toutes les tailles du monde, par contre. Hein. Toutes les épaisseurs, Oui. oh là là. Tu as toutes les tailles du monde de ces batteries-là. C'est assez hallucinant. Ah bah ça continue l'install. Donc il a dû finir par se connecter, je suppose. Moi, je voulais voir le desktop juste par principe. C'est pas obligatoire pour terminer l'émission, mais quand même, par principe. Je suis quand même curieux de voir à pleine charge si ça passe. Hein. Mais quand il est en train de démarrer l'environnement de bureau, tu peux considérer que tu as pleine charge. Parce que je te promets que le Raspberry crache ses poumons quand il démarre là. Tu vois, ben là c'est local, mais quoi, après ça. 3B+, donc 3, pour le là. moment on n'a pas mieux. B+, hein, c'est le dernier en date, tu te souviens? Oups, Raspberry Pi login. Ah merde! Ah, je l'ai pas mis sur interface de bureau lui. Dans ma recette Pipakeri, j'ai pas pensé à le mettre interface de bureau, je laisse toujours sur login comme je fais toujours. Enfin bref. Du coup voilà, on en est là, mais ça tourne sur batterie, on va se servir hop du petit switch. Fail. Fail, exactement. Du petit switch ici qui vous sert en fait du coup d'interrupteur global parce que votre appareil va fonctionner sur batterie. En fait, ça vous fait comme les appareils conventionnels, c'est que ça fonctionne sur batterie et dès que vous branchez, ça charge la batterie, l'appareil continue de fonctionner, il n'y a pas de coupure en fait. C'est pour ça qu'ils vous mettent ici l'interrupteur parce que c'est vraiment lui qui va décider maintenant. Et ça, c'est très bien. Oui, hein. Parce que le nombre d'appareils low cost où en fait, on peut s'en servir, mais pas pendant la charge, parce que sinon l'électricité passe pour la charge, mais pas pour le fonctionnement, et inversement. Voilà, bon bah ici vous n'êtes pas emmerdé chiant. avec ça quoi. Tout se passe bien. Raspbian Bon, par contre, derrière, ça donne plutôt bien hein. Hydraulix. Je vais répondre à l'Hydraulix parce que j'ai vu des infos là-dessus récemment. Ça se passe plutôt bien, sauf pour une chose, le clic droit. Et en fait, j'ai vu le mec de chez Diskiopi, le mec qui essaye de faire une tablette où vous mettez un Raspberry Pi ou autre d'ailleurs, Android ou voilà. Et lui avait des problèmes par rapport au clic droit parce qu'il émule avec un logiciel qu'il a trouvé et bon, c'était pas génial. J'ai vu ça passer. Donc, mais à part ça, moi j'ai déjà utilisé là-dessus, j'ai déjà vu Raspbian. Ça me posait pas de problème plus que ça. Voilà. Donc, là-dessus, on va terminer l'émission. Mais, si vous êtes là, maintenant, tout de suite sur Twitch, ne partez pas, parce qu'on est là ensemble jusqu'à minuit, vous connaissez la chanson quand même. On va se retrouver juste après le générique de fin, donc voilà. Restez dans le coin,
On n'est pas loin, j'ai envie de dire. Mais pour vous Oh autres là qui là êtes là. en train de... Je fais ce que je peux, va le voir. Pour vous autres qui êtes en train de regarder sur YouTube, le YouTube, en fait, c'est celui-là. Hein. YouTube.com/Neiger. N'hésitez pas à aller oui, si, c'est ça. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, ça fait plaisir, ça fait du chiffre, et c'est important pour l'émission, pour la survie de l'émission, voilà. Et n'hésitez pas non plus, d'ailleurs, à aller vous abonner à mon Twitter, qui est là, @Neliger. Et pour retrouver toutes les informations sur ce qu'on fait, les prochaines émissions et tout le reste, et comment nous soutenir, vous avez studioreggae.fr. Et quant à nous qui sommes sur Twitch, je vous retrouve juste après jusqu'à minuit avec l'After EV. Au revoir les gens. Ciao. Bye bye. Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, electronic.